fait bien de s'y remettre. Précédemment, dans Icosaèdre. Nous avons vu que le jeu de rôle est issu d'un autre type de jeu, le wargame, dont les origines sont antiques mais qui prend sa forme moderne entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Voilà, et maintenant nous allons pouvoir passer à la suite car il y a de nombreuses choses à dire. Et c'est donc... Durant longtemps, les wargames n'ont traité que des conflits récents ou de quelques siècles en arrière, mais le genre médiéval était assez peu traité, voire pas du tout. Ce manque se fait ressentir particulièrement lors de l'arrivée du livre Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et ses batailles dantesques que les joueurs eurent envie de reproduire. Oui, c'est vrai. Et donc on peut continuer en parlant de ce qui s'est passé après, car... Inspiré par cette œuvre, Gary Gygax et Jeff Perren mettent au point Chainmail, le livre de règles de wargame pour gérer ces fameuses batailles médiévales, via leur entreprise TSR. Alors en effet, mais ça on l'a déjà vu. Donc à la limite si on pouvait enchaîner pour... Gygax rencontre un gars nommé Dave Arneson et ensemble ils mettent au point un concept novateur où l'on va jouer des personnages individuels dans des intrigues développées, qui donnera naissance au père du JDR, La fête. Alors, aujourd'hui, on va reprendre exactement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire qu'on va parler de Donjons et Dragons, et uniquement de Donjons et Dragons, plus précisément la première édition. En effet, s'il y a bien un monstre sacré sur lequel il faut s'attarder dans l'histoire du jeu de rôle, c'est bien celui-ci, pas celui-là. Alors ce n'est pas le seul, donc il y aura d'autres jeux qui auront le droit à des épisodes dédiés, et on aura ensuite l'occasion de revenir bien évidemment sur l'histoire globale du jeu de rôle. Mais revenons à nos moutons. Janvier 1974, Gygax et Arneson publient donc via TSR la première édition de Donjons et Dragons. Une grosse partie du financement de cette première impression vient de Brian Bloom, un ami de Gary Gygax qui a rejoint TSR à ce moment-là. 1000 exemplaires sont imprimés dès le départ et se vendent très très bien. Non, c'est pas vrai. Ils ont écoulé le stock en environ 11 mois, ce qui est vraiment peu comparé à ce qui suivra. Cette toute première version, sobrement nommée Donjons et Dragons, est alors sortie dans une boîte inspirée du format de Chainmail. En effet, on avait alors droit à une couverture qui tendait à rappeler un grimoire avec une épaisse bordure boisée et une illustration centrale qui était collée, couleur blanc cassé, appelée la version Wood Grain en anglais. Dans cette boîte, on pouvait alors trouver 3 fascicules, à savoir Men and Magic, Monster and Treasures et Underworld et Wilderness Adventure. On pouvait aussi trouver dans cette boîte un livret de feuilles volantes regroupant des informations telles que les listes des sorts, les objets magiques, les monstres, les équipements, etc. Ce format inspirera beaucoup les jeux de rôle édités à l'époque, et notamment chez Chaosium quelques années plus tard. Mais on en reparlera de Chaosium. Ouais, alors souvenez-vous-en de Chaosium, parce qu'on n'a pas fini d'en parler de Chaosium. On va y revenir sur Chaosium, alors souvenez-vous-en de Chaosium. Sur la couverture de la boîte, on pouvait voir un cavalier au casque ailé, chevauchant un destrier dans une attitude assez féroce. Pas mal, n'est-ce pas? En réalité, ce dessin est très inspiré d'une planche du numéro 167 du comic Doctor Strange. Et là, c'est dommage parce que j'aurais aimé pouvoir vous présenter un exemplaire original, mais j'ai trouvé personne qui en avait. Mais si, regarde, je l'ai moi, regarde. C'est dedans, je te jure. Hein. Non mais Chris, on voit que c'est un montage dégueulasse. Ah, bon, je vais m'en aller alors peut-être. Je m'en vais. Bah oui, tu t'en vas, oui. Attends, mais c'est chez moi ici, hein. Je reste si je veux d'abord. Cette pratique consistant à décalquer des illustrations continuera pendant plusieurs éditions jusqu'à ce que, j'imagine, un coup de fil d'un avocat intervienne pour demander que cela cesse. Dans la même veine, Donjons et Dragons se veut ouvertement inspiré du Seigneur des Anneaux. Certains passages n'hésitent d'ailleurs même pas à citer le Hobbit de J.R.R. Tolkien, ainsi que de placer des créatures telles que les Ents et les Nazgûl au milieu d'autres créatures plus originales. On verra assez vite que cela ne durera pas. Il faut se dire que dans cette toute première version du tout premier jeu de rôle, les choses étaient vraiment différentes alors, et les concepts qui aujourd'hui sont évidents tels que le roleplay ou même le maître de jeu n'existaient même pas dans ces versions. Celui-ci était alors appelé le referee, c'est-à-dire l'arbitre, dont le terme est directement issu des wargames, et les joueurs ne devaient en théorie pas s'adresser à lui directement. En effet, ça peut paraître fou, mais Donjons et Dragons première édition énonce clairement dans les règles qu'il y avait alors une autre personne, appelée le caller, qui avait la charge de transmettre les informations entre les joueurs et l'arbitre, c'est-à-dire le MJ. Donc, si j'ai bien compris... Alors, nous avons une table de jeu, sans ici, dans cette case, nous avons le MJ. Ici, nous... Non, c'est pas le c'est le mec. Ici, nous avons le joueur 1. Ici, nous avons le joueur 2. Ici, nous avons le joueur 4. Et ici, nous avons le joueur 3. Maintenant, nous désignons le joueur 4 comme caller.
Le joueur 1 a le droit de s'exprimer envers le joueur 4. Le joueur 1 peut parler au joueur 2 et le joueur 3 peut parler au joueur 1, le joueur 2 et le joueur 3. Le joueur 4 peut parler au joueur 1, le joueur 2 et le joueur 3 et réciproquement dans tous les sens entre tous les joueurs. Maintenant, si le joueur 4 peut parler au référé, il n'a pas le droit. Il doit passer par le joueur 1. Non, le joueur 4 peut parler. Oui, c'est lui, c'est le colleur. Maintenant, c'est lui. Le joueur 2 ne peut pas parler au référé, il doit passer par le colleur. De même pour le joueur 1, de même pour le joueur 3. Si maintenant c'est plutôt un cinquième joueur ici, le joueur 5 parle au joueur 2, au joueur 1, au joueur 3, au joueur 4, mais s'il peut parler au MJ, il doit passer envers le colleur. Le référé, lui, peut parler au joueur 1, au joueur 2, au joueur 4, au joueur 3, et au joueur 5 simplement. Le joueur 5 est ici. Mais ce qui est important, c'est le colleur. Ils ont compris. Pas besoin de... Je sers à rien. D'accord, je m'en vais alors. Je m'en vais. Je m'en vais. D'une façon générale, l'ensemble des règles de DD est assez imparfait et particulièrement complexe, ne s'adressant vraiment pas aux tout-venants, mais plutôt aux fans de Chainmail. D'ailleurs, par endroits, on peut retrouver, sans aucune mise en forme, pour ces règles de combat, référez-vous à Chainmail. Celui-ci fait partie de la liste des éléments nécessaires à la création d'une partie de jeu, ainsi qu'un autre livre de règles pour les combats en extérieur nommé Outdoor Survival. Attends, tu veux dire qu'ils ont publié un jeu incomplet dès le départ? Eh ben heureusement, c'est pas les éditeurs d'aujourd'hui qui feraient la même chose. Non, Ah bah non. Non, quand même. du tout. Lors de la création de personnages, les joueurs étaient invités à choisir un alignement. Ok, on va passer à l'alignement. Voilà, donc toi tu te mets un petit peu plus à gauche. Voilà, déplace-toi un petit peu plus. Voilà, plus par là. Reviens un peu. Voilà, comme ça, oui, ça c'est bien. Voilà, plus à gauche, plus à droite, plus à gauche, plus à droite, à gauche. Ok, comme ça c'est bien. D'accord, on est bien, on est aligné. Le principe de l'alignement est de choisir une manière de se comporter pour notre personnage selon une logique qui lui est propre. On a alors le choix entre la loi, la neutralité et le chaos, 3 alignements de base qui peuvent paraître un choix assez arbitraire et peu évident à appliquer pendant une partie. Mais d'ailleurs, je vous parle de la création de personnages, mais sur quel support? Il n'y avait pas vraiment de fiche de personnage fournie par le livre. Tout juste en page 10 peut-on trouver un petit exemple de ce à quoi est censé ressembler un enregistrement de personnage. La création de perso concernait de nombreux paramètres, mais les joueurs étaient laissés à leur propre appréciation d'écrire tout cela sur une feuille, selon le format qu'ils souhaitaient. Évidemment, ceux-ci ont vite pris conscience de la nécessité de vouloir garder leur personnage enregistré. Par conséquent, on verra apparaître dès mai 1975 une fiche de personnage un peu plus conséquente dans le fanzine Haven Herald numéro 1, dont la réalisation est à imputer à Stephen Tior. Mieux remplie, avec notamment l'apparition d'informations supplémentaires, comme le nom du joueur, le niveau actuel ou l'équipement, elle sera la première d'une longue liste de propositions faites par les joueurs dans les différents magazines dédiés de l'époque. Le format s'étoffe rapidement, et les feuilles de personnages gagnent en information et en sophistication en quelques mois à peine. Pourtant, et même s'il existe des traces selon quoi TSR utilisait des fiches de personnages en interne, les premières fiches officielles ne seront publiées que 2 ans plus tard, en 1977. Autre élément qui peut paraître perturbant pour le joueur d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'univers écrit. Le jeu se voulait être un outil pour créer son propre contenu contextuel, et les personnages non-joueurs ne servaient alors principalement que de mercenaires que les joueurs pouvaient recruter selon certaines conditions. Le principe existe toujours, mais l'idée d'un PNJ charismatique et détaché du groupe n'apparaissait alors pas. Il faut bien comprendre que la notion de rôle n'apparaissait alors pas vraiment, on se contentait d'appliquer des règles techniques à des situations exactement comme dans un wargame, mais avec un champ de potentialité que le wargame ne possédait pas. D'où le succès de Donjons & Dragons, et ce, malgré le peu de clarté de certains éléments. Pas d'univers à la base donc. Cela dit, Gary Gygax et Dave Arneson avaient déjà développé des univers et des campagnes dans lesquels ils jouaient auparavant, et dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Greyhawk et Blackmoor se verront donc publiés en tant que supplément 1 et 2 de la première version de Donjons & Dragons, respectivement en mars et en septembre 1975. Je vais m'attarder un petit peu plus sur Blackmoor, car il s'agit historiquement de la plus ancienne campagne de fantasy qui ait été jouée. Blackmoor sortira alors sous 2 versions pendant les années 70. La première en tant que second supplément de Donjons & Dragons, contenant notamment quelques règles additionnelles, mais aussi le tout premier scénario de jeu de rôle jamais publié, à savoir The Temple of the Frog, le Temple de la Grenouille. Alors évidemment, le nom peut paraître ridicule, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans The Temple of the Frog, la difficulté était totalement absurde, et on se retrouvait face à des ennemis d'un niveau hallucinant, souvent dans des salles remplies de centaines de monstres. J'ai bien dit des centaines de monstres. La seconde version de Blackmoor sort en 1977 chez un autre éditeur, Judge Guild, comme c'est écrit, la Guilde des Juges,
sous la mention The First Fantasy Campaign. Ah t'as vu ça? Je l'ai bien dit. Et possède là aussi son lot d'incongruités. Ainsi le terme personnage est souvent confondu avec le terme joueur, ce qui donnerait une application littérale des règles assez farfelue. Ok Alex, donc là tu rentres dans une pièce et il y a un mec qui t'attaque. Vas-y lance-moi un dé. 5,5. Ah bon bah il te touche. Combien? Non, il te touche toi. Le joueur prend des dégâts. Bah non. Ah bah si. Bah non. Ah bah si. Bah non. Ah bah si. Ah bah non. Dans la même veine, dans ce livret, on apprend que l'expérience ne se gagne pas en tuant des monstres, mais en dépensant les trésors gagnés dans des domaines d'expérience variés, avec pour les plus sains l'investissement financier, la pratique d'un hobby ou la pratique de la religion, et allant pour les plus déviants moralement vers la consommation d'alcool. C'est bon Félix, là t'as consommé tes points d'expérience? Ouais, t'inquiète, j'ai gagné plein de niveaux. Ou encore la fréquentation d'établissements de filles de joie. Oui, on pouvait gagner de l'expérience en allant aux putes, tout à fait. Non, cette fois on n'a pas fait de sketch. La première version de Donjons et Dragons, elle se joue avec quel dé? Avec un petit peu tout ce que t'as là, du D4, du D6, du D8, du D12 et notamment du D20 que l'on appelle aussi un icosaèdre. Le principe des classes de personnages apparaît dès la première édition, même si celle-ci ne proposait à l'origine que 3 d'entre elles, à savoir le Fighting Man, le Magicien et le Prêtre. Un choix limité donc qui se verra rapidement enrichi par les extensions, à commencer par celle que je viens de citer, Greyhawk avec l'ajout du voleur et du paladin, et Blackmoor avec l'ajout du moine et de l'assassin. Puis la 3e extension, Eldritch Wizardry, ajoutera la classe du druide, ainsi que de nombreuses règles concernant la magie. Ce n'est pas le seul supplément qui viendra enrichir l'univers et les règles de Donjons et Dragons. Le 4e, nommé Gods, Demigods and Demigods, comme c'est écrit, est un gros addendum sur la cosmogonie et les déités du jeu, ainsi que des règles de points de vie et de dégâts, rendant virtuellement possible de tuer un dieu. On retrouvera là encore de nombreuses références à d'autres œuvres, telles que les Royaumes Melnibonéens de la saga d'Elric de Michael Moorcock, ou encore Chrome, pas ce Chrome-là, Chrome le dieu de la saga Conan le Barbare, de Howard. Ou encore, un certain dieu aux allures tentaculaires dont je ne prononcerai pas le nom. C'est toi qui... Hein? Bref, évidemment tout cela sans aucune forme de respect du droit d'auteur, à croire que c'était devenu une habitude. Enfin, le 5e supplément, bien qu'il n'en fasse pas mention sur sa couverture, contrairement aux 4 autres, se nommait Sword and Spell, et facilitera l'utilisation de figurines, se rapprochant ainsi du principe originel de Chainmail. Le jeu se voulait assez élitiste en réalité, tant dans sa forme que dans son contenu. Cela est dû bien évidemment à s'apparenter au wargame, cela dit, dans l'introduction du premier livre, Gygax oppose l'univers fantaisiste de Donjons et Dragons au manque d'imagination des wargamers, et à ceux qui se fichent des aventures martiennes de John Carter par Edgar Rice Burroughs, ou qui ne ressentent rien à la lecture de la saga Conan de Robert Howard, ainsi que d'autres exemples qui semblent être un message directement adressé à une personne ou une communauté en particulier. Il invite, cela dit, ceux dont l'imagination n'a pas de limite, à trouver dans ces règles des réponses à leurs prières. Alors que doit-on comprendre? Ce message peut être interprété de plusieurs façons. Le jeu de rôle est-il né avec un fort ego et une image supérieure de lui-même par rapport au wargame? Ou bien au contraire, Gygax souhaite peut-être nous faire ressentir sa frustration face à l'élitisme et au cloisonnement des wargames qui se refusent à aborder les mondes imaginaires à l'époque. Chacun peut y aller en fait de sa propre interprétation. Et c'est d'ailleurs un texte qui est encore aujourd'hui étudié et débattu dans diverses conférences sur la théorie du jeu de rôle. Au final, TSR sort pas moins de 7 versions de cette édition entre 1974 et 1979. Par les 10 têtes de Tiamat. Tu veux dire qu'on en serait aujourd'hui à la 10e édition et non pas à la 5e? Bon, alors écoute-moi, espèce de sombre abruti. Premièrement, Tiamat, il a 5 têtes, il en a pas 10. Ensuite, pauvre crétin, Tiamat il n'existait même pas dans cette version. Enfin, espèce de bande d'imbéciles à toi tout seul, on parle ici de version, pas d'édition. Est-ce que c'est bien compris? Il s'agissait de changements souvent mineurs dans la façon d'imprimer les livrets, des modifications d'illustration ou de mise en page. La boîte devient blanche, white box, à partir de 1976, et elle sera beaucoup plus connue par la suite sous ce nom-là. Et les références aux créatures de Tolkien disparaissent, ou en tout cas changent de nom. Ainsi, les hobbits deviennent des halflings, et les ents deviennent des treants, à partir de la 6e version, en 1977, pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Une 7e version, anecdotique car similaire au reste, se verra imprimée jusqu'en 1979, avant que la gamme change réellement son format d'impression.
Sur les couvertures de ces deux versions, on peut voir apparaître un tampon en forme d'étoile et une inscription Original Collector's Edition, ce qui sera souvent la référence qu'on leur donnera par la suite parlant des éditions OCE. Pourquoi ajouter cette mention alors? Bien, tout simplement parce qu'à partir de 1977, la gamme se diversifie, et ce pour plusieurs raisons. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Ouais. Alors souvenez-vous-en bien, parce que quand on va y revenir, vous avez intérêt à vous en rappeler de ce qu'on a dit aujourd'hui. Alex. Si... Oui. Arrête. Oui, mais c'est pour qu'il s'en souvienne. Non mais on s'en fout. Ah. Bon, je m'en vais alors. C'est ça. Encore. Évidemment, l'histoire de TSR à cette époque possède aussi son lot d'événements. Peu de temps après la sortie de Donjons & Dragons, Tactical Studies Rules devient TSR Hobbies Incorporated. Les ventes montent de façon exponentielle, passant de 1000 exemplaires vendus en 11 mois en 1974 à 7000 exemplaires vendus chaque mois en 1979. En 1975, TSR lançait un magazine nommé The Strategic Review, dont le thème principal abordé était le wargame. On y trouvait déjà quelques allusions au jeu de rôle, mais ce loisir était encore considéré comme un sous-genre balbutiant, et le magazine n'avait certainement pas été conçu pour lancer Donjons & Dragons. Cela dit, le succès rapide de leur nouveau jeu obligea Gygax et les membres de TSR à repenser leur publication. Après 7 numéros seulement, en 1976, l'entreprise arrête la diffusion de The Strategic Review pour créer deux nouveaux magazines. D'une part, Little Wars, qui parlait principalement des jeux de figurines et dont le nom doit vous dire quelque chose si vous avez regardé la première vidéo. Et d'autre part, The Dragon, qui abordait le genre naissant du jeu de rôle et nous proposait une illustration de couverture ô combien immonde. Non, pas celle-là. Voilà. Little Wars cessera de paraître après 13 numéros seulement et une version simplifiée de son contenu se verra incorporée à l'intérieur de The Dragon à partir du numéro 24, devenant ainsi l'exact opposé de ce qu'était The Strategic Review. Le magazine, qui deviendra plus tard Dragon Magazine puis Dragon, avait alors à l'époque pour but de créer un lien entre TSR et la communauté de joueurs, à une époque où Internet n'existait pas bien évidemment. Beaucoup de suggestions, d'idées et de propositions de campagne sont apparues dans les pages de ce magazine et ont été validées par la suite dans les versions suivantes du jeu. Parmi ces campagnes, l'une d'entre elles commença à apparaître de manière épisodique dans le magazine à partir de 1979, écrite alors par un joueur passionné de Donjons & Dragons, à savoir Ed Greenwood. La campagne se nommait Forgotten Realms, ou les Royaumes oubliés en français, et rentrera bientôt dans les publications officielles de TSR. Et ça, croyez-moi, j'ai vraiment pas fini de vous en parler. Oh non. Oh non, il a vraiment pas fini de vous en parler. Non, 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 non. Il a vraiment Alex, pas fini tu de es vous en lourd. parler. Tu me gonfles. Je peux savoir ce que tu fous? Ah, je suis plus là. Pour en revenir à TSR, tout n'est pas rose cela dit, car Dave Arneson quitte le navire en 1976. Les raisons de son départ ne sont pas évidentes à identifier, car beaucoup de sources divergent, mais sachez que cela se situe principalement dans un désaccord avec Gary Gygax. Ces désaccords pouvaient être d'ordre conceptuel ou artistique. En effet, Arneson voyait plutôt le développement du jeu de rôle avec un intérêt pour le côté narratif et l'intensité dramatique, là où Gary Gygax s'intéressait plutôt à l'application technique des règles. Un long débat issu des origines du jeu de rôle, et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui, mais nous en reparlerons bientôt. Très bientôt même. Alors, il vaudrait mieux que vous... Sachez que ces griefs mèneront Arneson et Gygax à ne plus s'adresser la parole pendant 30 ans, ainsi qu'un procès intenté par Arneson à TSR, et remporté par Arneson, mais ça on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Alors... J'étais obligé. Naissance douloureuse pour le jeu de rôle le plus célèbre du monde donc, ce qui ne l'empêchera pas de se voir révisé à partir de 1977 dans une deuxième édition. Enfin, deux deuxièmes éditions. Enfin, une deuxième édition et une nouvelle version du jeu, qui n'avait pas le même nom. Enfin, pas tout à fait. C'est le bordel. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode d'Icosaèdre. Sachez qu'on est extrêmement content du succès qu'on a eu avec la première vidéo. D'ailleurs, au moment où tu en parles, on est actuellement à plus de 2,5 milliards de vues. Comme vous pouvez le remarquer, on a pris très peu de temps entre les deux épisodes, hein, voilà, qui s'explique en grande partie parce qu'on a fait un court-métrage entre les deux, donc si ça intéresse des gens, le lien est dans la description en bas de la vidéo. Pour information, l'association Manoir du Crime, dont nous faisons partie, hein, et voilà ce dont le local est ici, organise le 26 et 27 mars à Montpellier le festival Au-delà du Dragon, hein, voilà. Qui est un festival de jeux de rôle tout simplement, première édition à Montpellier. On y sera, bien évidemment, tous les deux. Bon, on sera un petit peu occupés, forcément, on fait partie du staff. Oui, donc s'il vous plaît,
Voilà, non, les autographes, voilà. Ah, la célébrité, je sais comment c'est. Icosaèdre, Oui, mais voilà. Pendant ce festival, vous allez pouvoir retrouver de nombreux éditeurs tels que Sans Détour, 7ème Ciel, tout à fait. Le Grok sera présent, nos amis de Rollist TV doivent nous rejoindre, de nombreux illustrateurs, un tournoi de jeux de rôle, des conférences avec pas mal de personnes qui vont aborder différents thèmes. On aura des tables rondes aussi. De la bouffe. Et on vous donne donc rendez-vous dans l'épisode numéro 3, qui sera publié Demain, vers 13h, demain à 13h. 13h07, 13h08. 13h du matin. Voilà. Ah, voilà. On se casse? On se casse. On se casse.